malheureusement. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, prenons la direction du Niger, renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Alors, à la suite du Mali et du Burkina Faso, le Niger se met aussi dans la danse avec une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense qui est arrivé à Niamey pour échanger avec les autorités militaires arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État de fin juillet dernier. Et donc, selon les informations données à la radio nationale, il s'agit donc de la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe au Niger après le coup d'État. Il s'agit de renforcer les liens de coopération militaire entre le Niger et la Russie. La délégation conduite par le vice-ministre a été reçue par le général Tiani. Selon le communiqué, à l'issue de la rencontre, les partis ont procédé à la signature de documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République du Niger et la Fédération de Russie, selon les autorités nigériennes. Et donc, comme je le disais, à la suite du Mali, du Burkina Faso, le Niger, troisième pays de l'Alliance des États du Sahel, confirme ce que les soupçons déjà qui couraient partout par rapport à ce rapprochement avec la Russie. Le vice-ministre russe de la Défense est arrivé à Niamey pour renforcer la coopération militaire avec ce pays. Adam. Oui, je pense que vous l'avez dit, il n'y a rien d'étonnant dans ce rapprochement entre les deux pays. Et vous savez, lorsque vous prenez après ce coup d'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, personne ne peut dire aujourd'hui le contraire. Même si certains continuent par nourrir les ambitions d'un retour de Bazoum au pouvoir, je pense que plus le temps passe, plus on a la certitude que tout est déjà joué. Et lorsque vous prenez l'engouement de toute cette population-là derrière ces poutistes-là, vous allez constater que la plupart d'entre eux avaient commencé déjà par brandir les drapeaux russes, ce qui a été évocateur d'un changement de cap en ce qui concerne les relations entre le Niger et ses partenaires traditionnels qui sont donc les partenaires occidentaux. Et je pense que c'est ce qui tente à être formalisé aujourd'hui, surtout avec cette alliance-là, lorsque vous prenez le fait que la résilience du Mali a été beaucoup plus fixée compte tenu de ce rapprochement entre le Mali et la Russie. Et lorsque vous constatez que ces pays partagent, en tout cas plus ou moins aujourd'hui, les mêmes réalités, ils ont eu les mêmes sanctions, ils ont été, en tout cas, ils ont quand même montré leur capacité de résilience liée à ces sanctions-là et ils s'en sortent. Je rappelais, entre-temps, lorsque nous avons publié les perspectives économiques de 2022, vous constaterez que, en tout cas, lorsque nous prenons le Mali, contrairement à ce qu'on nous disait, le Mali était beaucoup plus coté que certains pays qui n'étaient pas donc sous sanctions. Donc, vous convenez avec moi que l'échange, en tout cas le partage d'expérience entre ces deux pays-là, il n'en fallait pas autrement que le Niger puisse donc avoir ce rapprochement avec la Russie, surtout en ce qui concerne l'aspect militaire. Puisque lorsque vous prenez aujourd'hui le Mali, comme je l'ai dit tantôt, on a commencé déjà par donner en tout cas raison au Mali qui avait fait ce choix-là, compte tenu du fait qu'on a constaté que le pays est en train de retrouver pratiquement, en tout cas en ce qui concerne la perception ou comment l'appelons, et en tout cas l'autorité du pays est en train de revenir pratiquement et c'est grâce majoritairement à cette coopération militaire-là. C'est vrai, même si on ne peut pas dédouaner entièrement la plus-value que l'armée française a eue au niveau du Niger, parce que lorsque nous prenons dans les analyses, vous constaterez qu'on a dit que Bazoum avait commencé par avoir des résultats. Contrairement, en tout cas, lorsque nous comparons avec son prédécesseur, on a constaté que pour la plus grande partie, c'est la France qui a contribué à ce que le Niger atteigne ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer et on constate que, comme je l'ai dit, implémenter donc les bons aspects, les exemples réussis, je pense que le Mali ne conseillerait qu'au Niger de pouvoir faire ce rapprochement-là, comme je le disais, même avant ce coup d'État, le Niger
avec comme partenaire la Russie où il achetait beaucoup plus le matériel militaire. Mais aujourd'hui, c'est plus renforcé et on se pose la question, puisque la question qui se pose partant de là, puisque le vice-président, le vice-ministre de la Défense, c'est lui également qui est aujourd'hui le patron de Wagner, après la mort du patron de Prigojine. Donc c'est lui qui est. Donc on se pose la question, est-ce qu'on n'aura pas les jours à venir Wagner sur le territoire du Niger, puisque en réalité, pour arriver à ce que ces pays-là puissent contenir, en tout cas, le courroux de ces djihadistes-là qui n'ont pas fini de dire leur mot, et je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Donc, c'est justement faire en sorte de partager ces exemples réussis-là. Et ces exemples réussis, c'est justement conseiller à la venue de la Russie, qui part de la venue de Russie, n'exclut pas fondamentalement la venue de Wagner au Niger. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure, mais bien avant, Rodrigue Aego, le Niger renforce sa coopération militaire avec la Russie, formellement avec la Russie, marquée par la présence du vice-ministre russe des Affaires de la Défense qui est arrivé à Niamey pour la signature des accords allant dans le cadre du renforcement de cette coopération. C'est le contraire qui aurait étonné. Vous savez qu'au lendemain du coup d'État au Niger, ou pas même au lendemain, dans la foulée de ce coup d'État, il y a eu plusieurs décisions qui ont braqué et rendu vulnérables les nouvelles autorités nigériennes qui n'ont eu de bouffée de sauvetage qu'avec un soutien de la Russie et qui a été à leur côté, notamment à travers les apports multiformes pour pouvoir, je dirais, relever le défi de résilience face aux conséquences néfastes des sanctions infligées au Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aussi par l'UEMOA et la solidarité de certains pays limitrophes qui a contribué à rendu a rendu invivable le quotidien donc des populations nigériennes. Donc aujourd'hui, il y a des défis sécuritaires à relever et lorsqu'on n'est plus en partenariat ou il y a rupture de partenariat avec les puissances qui étaient aux côtés hier pour appuyer les différentes opérations, notamment dans la lutte contre le terrorisme, on n'a plus ces soutiens, mais c'est bien normal qu'on aille à la recherche d'un soutien de taille. Et le seul soutien de taille aujourd'hui qui permet aux alliés de faire du résultat. Quand on prend le Burkina Faso, c'est la Russie. Quand on prend le Mali, c'est la Russie. Et donc, à partir du moment où ces trois pays sont dans une alliance, il serait très mal vu que la Russie ne soit que partenaire du Mali et du Burkina, sans être partenaire du Niger, alors que ces trois pays ont réussi à mettre en place un cahier de charges qui implique des actions communes face à de différents maux, notamment le terrorisme, qui les empêche d'avoir l'intégrité territoriale, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Mali ou que ce soit au niveau du Niger. Donc à travers cet accord-là, aujourd'hui, j'ose croire que les opérations coordonnées qui vont permettre de mettre fin au terrorisme vont pouvoir être renforcées, parce que vous n'êtes sans savoir que ces derniers temps, il y a une guerre très tranchée entre les autorités maliennes et les djihadistes, donc les forces armées maliennes qui vont à la conquête ou à la reconquête, dois-je dire, de l'intégrité territoriale du Mali, notamment à travers la libération entre Rif de l'Azawad. Nous savons également qu'au Burkina Faso, il y a aussi des interventions, je dirais, militaires assez accentuées face donc aux différentes velléités d'attaque des djihadistes. Et quand vous voyez ces destins liés, ou ce destin qui lie ces trois pays-là, ben, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que de voir un point mis sur un i qui va donner de l'espoir donc au Niger et permettre à la Fédération de la Russie d'octroyer beaucoup plus de matériel militaire donc pour renforcer les capacités d'attaque des militaires au Niger.
Alors, ce rapprochement entre le Niger et la Russie vient fermer la boucle entre ces pays, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, qui se rapprochent tous de la Russie. La Russie encore plus présente militairement en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Une expansion de ce pays, finalement, Adam. Oui, ben, bien évidemment. Et surtout, cela renforce davantage cette coopération-là. Et on comprend que, en tout cas, les usages et les pratiques sont pratiquement dans une similitude qui n'étonne guère. Parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez, en tout cas dans les pratiques, il faut pratiquement partager et implémenter les pratiques réussies. Et lorsque vous prenez votre partenaire à qui vous partagez en tout cas aujourd'hui les mêmes aspects et il va de soi que vous puissiez quand même puiser de chez lui. Vous savez, en tout cas, il y a un bon nombre qui estiment que aujourd'hui les sanctions qu'a infligées la CEDEAO et l'Union et l'UEMOA au Niger commencent par peser lourd sur la population. On nous avait servi la même chose au niveau du Mali. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Je donnais un exemple lié donc à ces perspectives économiques-là qui étaient donc publiées. Donc, quelque part, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ces pays, après avoir dénoncé les accords coloniaux, même si je peux constater qu'au niveau du Niger, cela n'a pas été totalement fait, nous constatons véritablement que lorsque nous prenons le Mali, et récemment avec le Burkina Faso qui a dénoncé en tout cas ces accords coloniaux-là, ça voudrait dire qu'on a plus de souplesse et la latitude à pouvoir coopérer avec qui on veut. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et lorsque vous prenez ces pays-là, c'est justement parce que nous constatons que la Russie, aujourd'hui, c'est un pays qui s'en sort bien économiquement et sur le plan militaire, qui aide véritablement à pouvoir retrouver, en tout cas, l'autonomie entière en ce qui concerne la réquisition entière du territoire. Vous convenez avec moi que c'est ce pays-là qui est cité. Mais au-delà de ça, c'est que ces pays-là, en tout cas, entretiennent des relations de coopération, que ce soit militaire sur d'autres champs, avec d'autres pays. Aujourd'hui, sans être contraints par un certain nombre d'accords qui seraient donc aujourd'hui des boucliers qui leur permettaient d'avoir donc des limites dans leur étendue donc, de coopération avec d'autres pays. Donc je pense que ces pays-là aujourd'hui, ils vont davantage inspirer confiance et feront en sorte que, lorsque je le disais tantôt en parlant donc, de l'aspect économique, je pense que sur toutes les lignes, vous constaterez que la Russie aujourd'hui a coché pratiquement les cases de bonne santé économique, pratiquement. Donc ça voudrait dire quelque part que ce qu'on avait prédit avec la guerre de l'Ukraine, et la rupture des coopérations avec, surtout économique avec certains pays occidentaux n'a pas été le cas. Ils s'en sortent bien. Et je pense que les retombées aujourd'hui, puisque en tout cas nos pays continuent toujours par entretenir cette dette-là à l'égard de cette puissance occidentale. Et la Russie aujourd'hui est une alternative crédible qui permet à ces pays-là de pouvoir donc avoir du souffle en ce qui concerne donc leur économie. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect militaire, qui est l'aspect aujourd'hui fixe au premier regard, il y a l'aspect économique également. On peut toujours continuer par demander à ces pays-là, puisque de toutes les façons, on dit la Russie, mais c'est quand même comme déshabiller Pierre pour habiller Paul. Puisque quelque part, nous continuons par des pays dépendants vis-à-vis de ces pays occidentaux. Mais sauf que ici, il y a un respect mutuel en ce qui concerne les relations bilatérales, et surtout ces relations bilatérales sont fondées sur des aspects de gagnant-gagnant. C'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, on essaie d'applaudir plus ou moins la venue de la Russie dans ces pays-là, contrairement à d'autres partenaires qui sont pas, en tout cas, dans la même logique. Puisque si nous remontons l'histoire liée donc à ce partenariat et à ces accords coloniaux, on constate qu'il y avait quelqu'un qui perdait. Celui qui perdait, c'était les pays africains. Alors, Rodrigue Aego, vous le disiez tout à l'heure, le Niger était le seul de ce trio, Niger, Mali, Burkina, à ne pas avoir officialisé ses relations avec la Russie. Ces choses faites maintenant, la Russie confirme son expansion en Afrique de l'Ouest et surtout dans l'AES. Mais écoutez, vous savez que le Sahel est une position stratégique très convoitée. Ce qui explique le fait même d'ailleurs que lorsqu'il y a eu ces coups d'État, les prises de position des puissances étrangères, notamment la France, sont braquées et ça a
rimait à un certain regret de perdre du terrain en faveur d'un adversaire qu'on combat en Ukraine. Alors, vous comprenez également que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Vous prenez mes territoires et vous me combattez en Ukraine. Alors, je vais aussi aller sur vos terrains et construire une sorte d'alliance avec les pays qui arrivent à se défaire de ce joug entre griffes coloniales-là. Et vous comprenez que c'est un peu quelque chose comme ça qui se joue. Et donc, c'est un positionnement stratégique qui aujourd'hui non seulement offre l'opportunité à la Russie d'avoir une longueur d'avance sur les pays qui sont partis, que ce soit du Mali ou que ce soit du Niger. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources naturelles qui expliquaient la présence de certains dans ces pays-là. Quand vous prenez par exemple le Niger, ça tourne beaucoup plus autour de l'uranium. Quand vous prenez le Mali, ça tourne beaucoup plus autour de l'or. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, avec cette coopération militaire, la Russie ne va pas que faire envoyer du matériel de guerre parce que ce sont des pays en guerre contre le terrorisme. Donc, en contrepartie, il y a forcément quelque chose. Sauf que dans ça, il y a ce qu'on peut oser appeler une nouvelle politique de redistribution des cartes. Et tout est parti, à mon avis, de l'échec de ce que le président français Emmanuel Macron a voulu faire en rassemblant les jeunes à Montpellier au cours de cette rencontre-là. Et vous avez vu que la jeunesse africaine a marqué le temps, notamment avec l'intervention de notre jeune sœur du Burkina Faso, qui n'a pas mâché ses mots pour parler ou pointer du doigt le regard paternaliste que les autorités françaises ont vis-à-vis, par exemple, de l'Afrique. Et quand vous prenez ça, c'est l'échec aussi du fait que la France n'a pas vite cerné le message et comprendre qu'il faut changer de politique. Moi, je le disais en amont, il y a quelques années, que j'ai du mal à comprendre le fait qu'on vous dise que le peuple est dépositaire du pouvoir et non l'armée. Vous comprenez? Et que vous prétendez être élu au sortir d'une élection présidentielle. Et que le premier pas que vous posez, le premier acte que vous posez, ce n'est pas d'aller devant votre peuple pour le remercier, mais vous prenez l'avion, le vol, et vous atterrissez gentiment à l'Élysée pour aller remercier le président français. C'était un message que la jeunesse africaine percevait avec beaucoup d'incompréhension. Et avec ça, on voit ce qu'on peut mettre ou enfermer dans le processus électoral dans nos pays. C'est devenu absurde. Et donc ça a manqué de vision pour changer de politique. Ce qui a conduit à cette perte énorme pour aujourd'hui un pays comme la France. Ça, c'est un peu la lecture que je fais, et ce n'est pas un positionnement fortuit de la Russie, non. C'est une nouvelle forme de guerre qui continue d'opposer ces puissances-là, mais transportée finalement sur un autre terrain qu'est l'Afrique. Ça ne va pas être militaire des affrontements directs, parce que l'affrontement direct en Ukraine a fini par détruire l'Ukraine. Vous voyez aujourd'hui que ça déchante complètement un peu partout, et ce sont des réflexions qu'il faut maintenant aujourd'hui pour permettre, parce qu'à partir du moment où la Russie apporte des éléments fondamentaux qui, dans un premier temps, permettent à ces nouvelles autorités de gagner la guerre du terrorisme, les populations vont prendre ça pour argent comptant, soit disant que c'est une option qui nous permet d'être soulagés de la chaîne de captivité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on interroge la gouvernance? Parce que dans la plupart de ces pays aujourd'hui, j'ose croire que l'espace civique est réprimé. Lorsqu'on veut, par exemple, manifester
et que ce sont des manifestations qui sont de nature à applaudir les nouvelles autorités, ce sont des manifestations qui sont autorisées. Mais si c'est par exemple une manifestation qui est de nature à amener un citoyen lambda ou une organisation de la société civile ou un parti politique dit de l'opposition à dénoncer des faits qui relèvent de la gouvernance, ce n'est pas autorisé. Et lorsqu'il y a entre griffes défiance, on sait ce qui suit. Donc, ce positionnement repose le problématique même de l'avenir de l'espace-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cela suffit-il aujourd'hui, un accord militaire? Oui, pour le moment, parce que ça permet de combattre le terrorisme. Mais est-ce qu'on aura des éléments assez factuels demain pour analyser la gouvernance? Ça, ce sont des questions qui continuent de susciter, à mon niveau, des réflexions pour voir d'ici quelques années ce qu'on aura comme élément d'appréciation pour évaluer ce partenariat-là et pouvoir aller à une comparaison avec les autres partenariats qui ont existé. Mais alors, comme je l'ai dit, c'est normal. Quand vous durez trop quelque part, vous n'avez pas des éléments qui vous permettent de dire que là où vous voulez aller, il n'y a pas de paix là-bas. Parce que lorsqu'il y a des bribes d'informations qui vous permettent de vous dire, ben, écoutez, ça c'est la bonne option, vous êtes preneur. C'est un peu comme quelqu'un qui se voit emporté par les vagues et voit la tête levée, par exemple, d'un animal féroce pour le sauver. Le réflexe, c'est d'attraper d'abord la tête de l'animal féroce dans l'espoir qu'on ne sera pas dévoré. Parce qu'il faut échapper et il faut éviter d'être emporté par les vagues. Alors, vous posez tout à l'heure la question des droits de l'homme et de l'espace social, civique. La question revient toujours quand on parle de coopération avec la Russie, surtout, qu'en Russie, quand on parle de coopération avec la Russie, certains voient Wagner. Adam, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec Wagner qui est toujours sur le continent pour le moment. Le Niger n'a pas annoncé avoir signé une coopération avec Wagner, mais généralement, on sait que quand on coopère avec le Mali, du moins c'est les Occidentaux et l'ONU, dans leur rapport, pointent du doigt la présence des éléments de Wagner qui commettent des exactions. Est-on en train de se diriger vers ce même scénario au Niger? On coupe la coopération. D'abord, il y a un coup d'État, on coupe ensuite la coopération avec les Occidentaux. Après, on se rallie à la Russie. Et après, ce sera les rapports qui viendront peut-être critiquer la gestion de des affaires militaires, de la situation sécuritaire, la répression des droits de l'homme, la réduction, comme le disait tout à l'heure Rodrigue, de l'espace civique et des accusations des actions, par exemple, comme on en connaît au Burkina et au Mali. Non, vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est que après la mort de Prigojine, en tout cas, les cahiers de charges et également cette coopération avec, en tout cas, les unités de Wagner a beaucoup changé. Même si on a la tendance à toujours nous inculquer, le nom est gardé. Et par rapport à cela, on tend à nous inculquer aussi. Il vous en souvient que après cette mort-là, en tout cas, l'une des sorties du président russe, il voulait véritablement qu'on puisse donc changer. Puisque ce qui créait un peu les couacs, c'est justement de faire savoir, et la question a été à maintes fois posée, en tout cas aux autorités maliennes. Lorsqu'on demandait, on posait la question de savoir, est-ce que le Mali coopère avec Wagner ou avec les militaires russes? C'est clair, il coopère avec la Russie. La Russie, pratiquement. Et ici, vous constaterez véritablement que nous avons un ministre qui est venu. Et donc demain, et je pense que même si cela a été mis... Ce n'est pas le patron de Wagner, du moins selon mes informations, ce n'est pas le nouveau patron de Wagner, il est juste le vice-ministre de la Défense. Donc, même si on sait que les éléments de Wagner sont en train d'être intégrés à l'armée. Oui, mais non, je pense que ce n'est pas le... On dit aujourd'hui, après la mort de Prigojine, il y a quelqu'un qui occupe dans la tutelle de ces unités-là. Et ça a été donc affecté au ministère de la Défense et c'est lui qui s'en occupe directement. Et donc ce que moi je voulais dire comme précision aujourd'hui, parce que les attributions et les champs ont changé, même si le nom est resté aujourd'hui, puisque quelqu'un, même si ça a été dit, lorsque vous lisez un peu les analyses ou les commentaires ou les écrits, on nous a dit clairement qu'il serait possible qu'il y ait donc des coopérations, des coopérants militaires ou des forces militaires qui entraîneraient
les forces du Niger. Oui. Donc, de toutes les façons, on sait que demain, lorsqu'il y aura donc des forces de la Russie qui atterriront au niveau du Niger, on sait que de toutes les façons, ce sont les forces russes. Ça n'a rien à voir avec les unités Wagner telles qu'on nous les présente. Mais ce qui est important de pouvoir donc faire remarquer... Faire aussi, oui. Oui, ce qui est intéressant, vous savez, l'Afrique reste donc ce continent-là qui est donc en proie aux conquêtes à toutes les puissances. Donc aujourd'hui, la Russie a une longueur d'avance sur les autres parce qu'il a aussi des territoires avec qui il coopère et peut permettre donc d'étendre progressivement, en tout cas, sa coopération avec d'autres pays qui ne refuseraient pas, en tout cas, cette coopération. Merci beaucoup. Rodrigue, je voudrais terminer sur cet aspect avec vous. Quand on parle de coopération avec la Russie, on pense d'abord coopération militaire, lutte contre le terrorisme et tout, comme on le voit dans les autres pays, mais aussi il y a des questions de droits de l'homme qui se posent, des actions qui sont souvent mises au dos des unités de Wagner qui commettraient des exactions en Centrafrique, au Mali, un peu partout où ils sont. Est-on en train de se diriger vers le même scénario au Niger? Parce qu'on sait, c'est le même processus, coup d'État, dénonciation des accords de coopération avec les Occidentaux, rapprochement avec la Russie, et on connaît la suite des rapports pour accuser Wagner. Ben, écoutez, ça, ce serait, je dirais, inévitable parce que c'est la pratique depuis que où ce bras de fer est engagé entre, je dirais, les autorités occidentales, enfin, et les militaires qui prennent le pouvoir qui ont pris le pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, quels étaient quand ça se passait en Centrafrique? Comment a-t-on traité les différentes situations qu'on mettait sous le coup de violation des droits humains? Moi, j'aime être sincère en refusant d'être, je dirais, hypocrite face à la vérité ou à certaines réalités. Quand on prend ce qui s'est passé en Irak, en matière de droits de l'homme, y a-t-il eu violation ou pas? Quand on prend ce qui s'est passé en Afghanistan, en matière de droits humains, y a-t-il eu violation ou pas? Ailleurs également, des troupes françaises ont commis des gaffes. Mais ça n'a pas eu la même résonance que ce qu'on nous sert aujourd'hui concernant Wagner. Ça veut dire que ce sont des pratiques qui sont omniprésentes dans le partenariat ou la façon dont on conçoit le partenariat au niveau de ces puissances-là vis-à-vis de l'Afrique. Parce que figurez-vous qu'à partir de la colonisation, on n'a pas considéré les Africains comme des êtres humains qui ont le même droit que les autres. Ce qui a justifié... C'est la mort de ces Africains même qui est dénoncé dans les exactions. Oui, ce que je dis, mais pas hier. Pas hier. Non, alors parlons d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, comme je le dis, aujourd'hui, ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et ailleurs, vous comprenez? Oui. Alors, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de guerre aux États-Unis, à ce qu'on sache. Mais le simple fait qu'on soit détenteur d'armes et qu'on ouvre le feu pour abattre les gens dans les rues, c'est aussi une question de violation des droits humains. Alors, s'il faut parler de violation des droits humains, parlons-en, mais ne le faisons pas à géométrie variable. Ne faisons pas de fixation sur la Russie ou sur Wagner. Mais posons clairement le problème de violation des droits humains. Quand on parle de l'espace civique qui est verrouillé, ce n'est pas qu'en Russie ou dans les pays où la Russie est présente que l'espace civique est verrouillé. À ce que je sache, l'espace civique est verrouillé au Togo, mais il n'y a pas la Russie au Togo, en tout cas pas pour le moment. Je ne sais pas si demain ce sera le cas. Donc, ayons le courage de parler de violation des droits humains partout où ça se produit. Mais ne le faisons pas à géométrie variable. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Ce sera pour le journal. Puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.